On estime qu'une personne sur 6 a déjà été piégée dans une relation toxique avec un pervers narcissique. Et ce qui est effrayant, c'est que la plupart ne le réalisent qu'après des mois, parfois des années. Derrière un sourire charmant se cache souvent un manipulateur prêt à tout pour contrôler, isoler et détruire de l'intérieur. Les études en psychologie montrent que près de 90% des victimes de couples toxiques ont été victimes de gaslighting, cette technique où le pervers narcissique vous fait douter de vos propres souvenirs. C'est invisible, mais redoutable. Vous ne savez plus si ce que vous ressentez est vrai, si ce que vous pensez est juste. Et c'est ainsi que l'emprise s'installe. Si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe, like la vidéo, partage, écris merci en commentaire, ou abonne-toi. Ça change tout pour la suite. Carl Jung disait, l'homme porte toujours deux visages, celui qu'il montre au monde et celui qu'il cache dans l'ombre. Ce constat, bien que philosophique, devient une réalité effrayante lorsqu'on parle des narcissiques. Derrière leur sourire séduisant, derrière cette impression de confiance et d'assurance, se cache un masque si bien construit qu'il piège même les esprits les plus lucides. Freud lui-même décrivait déjà ces mécanismes comme des stratégies de survie archaïques, un moyen de contrôler l'autre en exploitant ses failles émotionnelles. Mais combien d'entre nous savent vraiment les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard? Des chiffres éclairent brutalement cette vérité. Selon l'APA, environ 6% de la population présente un trouble narcissique de la personnalité, mais les spécialistes estiment que jusqu'à 15% des individus manifestent des traits manipulateurs suffisamment puissants pour détruire une relation. Imaginez, dans une salle de 20 personnes, il y en a au moins une qui maîtrise l'art de manipuler subtilement pour son propre intérêt. Et ce qui est encore plus déroutant, c'est que ces individus savent utiliser leur charme comme une arme de séduction massive. Le narcissique n'arrive jamais en terrain neutre. Il entre dans votre vie comme une révélation. Vous avez peut-être déjà croisé cette personne qui semble vous comprendre mieux que quiconque, qui vous regarde avec une intensité déstabilisante, qui rit à vos blagues, qui vous fait sentir unique. Sénèque écrivait, « On se laisse séduire plus facilement par ce qui flatte que par ce qui instruit. » C'est exactement là où commence la première fourberie. Ce masque de bienveillance et de charisme n'est pas gratuit, il est calculé. Le narcissique observe, analyse et copie vos désirs pour s'y adapter. Ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie d'infiltration. Des neuroscientifiques ont prouvé que le cerveau humain libère de la dopamine quand il reçoit une validation sociale. Lorsque quelqu'un vous flatte, votre système de récompense s'active, comme si vous veniez de gagner quelque chose de précieux. Les narcissiques connaissent instinctivement cette faille biologique. Ils vous bombardent de compliments, de gestes attentionnés, et créent une dépendance subtile. C'est ce qu'on appelle le love bombing. Ce n'est pas un hasard, c'est une méthodologie. Et c'est terriblement efficace. Marc Aurèle, dans ses méditations, prévenait déjà, les hommes cherchent sans cesse à plaire, mais l'homme sage cherche à discerner. Pourtant, combien d'entre nous tombons encore dans le piège du masque séduisant? Nous croyons rencontrer un allié, un partenaire idéal, parfois même un sauveur. Mais derrière, il y a un calcul, vous rendre dépendant de cette validation, vous faire croire que vous avez trouvé enfin quelqu'un qui vous élève, alors qu'en réalité, il vous enchaîne. Prenons un exemple concret. De nombreux témoignages de patients en thérapie racontent la même histoire. Au début, c'était magique, je me sentais vu, entendu, presque vénéré. Mais au bout de quelques mois, tout a basculé. Le masque tombe, mais jamais d'un coup. Il glisse lentement, laissant apparaître des contradictions, des colères imprévisibles, une froideur brutale. Freud appelait cela la phase de désillusion, ce moment où le vernis craque et où la véritable nature surgit. Alors, comment reconnaître ce masque avant qu'il ne soit trop tard? Première réponse, en observant les excès. Trop de compliments, trop vite, ce n'est pas de l'amour, c'est une injection de dopamine contrôlée. Deuxième réponse, en analysant la cohérence. Un être sincère a des failles, des contradictions qu'il ne cherche pas à cacher. Le narcissique, lui, est trop parfait au début. Et troisième réponse, en vous souvenant de cette phrase d'Épictète, ne dis pas qu'un homme est ton ami avant de l'avoir vu dans l'épreuve. L'amitié ou l'amour réel se prouve dans le temps et la constance, pas dans l'intensité fulgurante des premières semaines. Mais attention, le narcissique sait varier ses masques. En public, il peut être drôle, généreux, charismatique. En privé, il devient critique, exigeant, parfois cruel. Ce double visage est une arme redoutable, car il brouille vos repères. Vous doutez de vos propres perceptions. Jung appelait cela la projection de l'ombre. Il vous fait porter la culpabilité de ses propres ténèbres. Si vous protestez, il vous accuse d'être trop sensible. Si vous observez une incohérence, il vous fait croire que vous avez mal compris. Le plus terrifiant dans ce masque de charme,
c'est qu'il se nourrit de votre besoin d'être aimé. Chaque être humain a cette faille. Nous voulons être reconnus, appréciés, valorisés. Et c'est précisément ce qui fait de nous des proies idéales. Mais voici une vérité que peu connaissent. Selon une étude de l'université de Stanford, il faut en moyenne 7 mois à une victime pour commencer à identifier les signaux d'alerte d'un manipulateur narcissique. 7 mois durant lesquels le masque a eu le temps de s'ancrer profondément. Alors, la solution n'est pas de se fermer à tout lien, mais de développer un œil intérieur plus lucide. Carl Jung disait, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » La vigilance, l'observation des incohérences, la patience avant de donner sa confiance, voilà les antidotes. Si vous apprenez à voir le masque, vous apprenez aussi à voir l'homme ou la femme derrière. Et dans ce regard, vous pouvez choisir de ne plus vous laisser piéger. Celui qui contrôle ton esprit n'a plus besoin de chaînes pour contrôler ton corps. Cette phrase attribuée à Carl Jung résonne particulièrement quand on observe les méthodes des narcissiques. Après le masque du charme, vient la stratégie la plus sournoise, l'isolement. Les psychologues parlent ici de contrôle invisible, un processus qui ne se voit pas, mais qui agit comme une toile d'araignée. Sénèque disait, « L'homme libre est celui qui ne dépend pas des autres. » Pourtant, les narcissiques savent parfaitement inverser cette logique. Ils font en sorte que vous dépendiez d'eux, mais que vous pensiez que c'est vous qui l'avez choisi. Les chiffres sont glaçants. Des études menées par l'American Journal of Psychiatry montrent que dans plus de 70% des relations abusives, la victime a été progressivement isolée de son cercle social avant de comprendre qu'elle était piégée. L'isolement est rarement brutal. Il est progressif, presque imperceptible. Et c'est ce qui le rend si redoutable. Au début, il s'agit de petites remarques anodines. Tu passes beaucoup de temps avec tes amis, tu ne crois pas que tu devrais rester un peu plus avec moi. Ou ta famille ne te comprend pas vraiment, tu mérites mieux. Vous pensez qu'il s'agit de preuves d'amour ou d'attention. Mais en réalité, ce sont des coups de scalpel invisibles qui découpent vos liens les uns après les autres. Peu à peu, vous réduisez vos sorties, vos appels, vos contacts. Jusqu'au jour où vous réalisez que vous êtes seul, dépendant, et qu'il ou elle est devenu votre unique référence. Freud parlait du « transfert » comme d'un mécanisme par lequel une personne projette ses besoins affectifs sur une autre. Les narcissiques exploitent ce mécanisme à l'extrême. En vous isolant, ils deviennent votre seul miroir. Et plus vous êtes coupé de l'extérieur, plus leur influence grandit. Ce n'est pas seulement une stratégie affective, c'est une stratégie neurologique. Des chercheurs en neurosciences ont montré que l'isolement social active dans le cerveau les mêmes zones que la douleur physique. Vous ressentez littéralement une souffrance quand on vous prive de vos liens sociaux. Le narcissique l'a compris instinctivement. Il détruit vos autres sources de réconfort pour que vous ne cherchiez plus qu'en lui la chaleur dont vous avez besoin. Marc Aurèle avait déjà mis en garde, l'âme est colorée par les pensées qui l'entourent. Si vous êtes constamment entouré d'une seule voix, d'une seule perspective, alors vos pensées finissent par se modeler sur elle. C'est la prison invisible. Et voici une preuve, dans une enquête menée en 2019 auprès de 300 victimes de relations narcissiques, 85% disaient avoir ressenti une rupture profonde avec leur famille ou leurs amis au cours de la relation. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils avaient été subtilement guidés vers cet isolement. Un témoignage d'une victime illustre bien cette réalité. Il me disait que mes amis étaient jaloux de moi, que ma famille ne me comprenait pas. Au début, j'ai résisté. Mais à force, j'ai commencé à croire qu'il avait raison. Je me suis éloigné de tous, et un jour, je me suis réveillé et il ne restait plus que lui. Voilà le piège. Alors, quelle réponse pouvons-nous donner face à cet isolement invisible? Première réponse, observez les changements dans votre vie sociale. Si vous réalisez que vous avez réduit vos cercles, que vous parlez moins à vos proches, demandez-vous pourquoi. Deuxième réponse, testez la réaction du narcissique quand vous affirmez votre liberté. Si sortir voir un ami déclenche colère, chantage ou culpabilisation, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Troisième réponse, appliquez la sagesse stoïcienne. Épictète disait, n'appelle pas malheur ce qui dépend de l'autre. Le véritable malheur, c'est d'abandonner ta propre liberté. En vous reconnectant à vos amis, à votre famille, à vos passions, vous reprenez le pouvoir. Il faut comprendre que l'isolement n'est pas seulement relationnel. Le narcissique vous isole aussi de vous-même. Il critique vos rêves, vos projets, vos ambitions, jusqu'à ce que vous n'osiez plus penser par vous-même. Freud décrivait cela comme l'annihilation du moi. Et c'est sans doute la fourberie la plus destructrice. Car une fois que vous doutez de vous, vous n'avez plus besoin de prison extérieure, vous êtes devenu votre propre geôlier. Mais voici une vérité libératrice. Les recherches en psychologie positive montrent que le simple fait de renouer avec une activité qui vous passionne en sport, art,
lecture suffit à briser le cycle de l'isolement. Car chaque fois que vous vous reconnectez à vous-même, vous réduisez l'emprise de l'autre. Jung disait, « Celui qui retrouve son âme retrouve sa liberté ». C'est exactement la voie de sortie. Alors, si vous sentez que votre cercle rétrécit, que vos pensées s'assombrissent et que vous n'avez plus que cette personne comme repère, souvenez-vous, ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. L'isolement est la prison favorite des manipulateurs. Mais la clé, vous l'avez déjà en vous. Elle s'appelle discernement, courage et reconnexion à ce qui vous rend vivant. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner pour rejoindre nos membres. Aussi, si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Merci pour lui ou elle. Maintenant, on continue. Freud disait, « Celui qui veut contrôler l'autre ne peut s'empêcher de scruter ses pensées. » Si les narcissiques pouvaient entrer dans vos rêves, ils le feraient. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de magie. La technologie leur offre des armes redoutables, réseaux sociaux, smartphones, messageries instantanées. Ce qui était jadis limité à l'intuition ou à l'espionnage discret est devenu un champ illimité de surveillance secrète. Carl Jung nous avertissait déjà que l'ombre humaine se réinvente toujours avec les outils de son époque. Et notre époque est numérique. Les chiffres sont terrifiants. Une enquête menée en 2021 par l'association Cyber Civil Rights Initiative a révélé que 57% des victimes de relations abusives ont découvert que leurs partenaires fouillaient régulièrement leur téléphone ou leurs réseaux sociaux. Dans près d'un cas sur 3, le manipulateur possédait même un second téléphone ou des comptes secrets pour observer en silence. Imaginez ce chiffre transposé dans une salle pleine. Plus d'une personne sur deux a peut-être déjà eu ses conversations privées lues, ses photos regardées, ses habitudes numériques analysées sans consentement. Le narcissique se nourrit de cette intrusion. Il lit vos messages, parfois sous prétexte de protection. Je veux juste m'assurer que personne ne t'embête. Il connaît vos mots de passe, ou les devine, parce qu'il connaît vos habitudes. Il peut même utiliser un deuxième appareil, une messagerie parallèle, pour vous surveiller sans que vous le sachiez. Et le plus dangereux, c'est qu'il parvient à transformer cette violation en acte d'amour. Sénèque disait, « Rien n'est plus trompeur que l'apparence de la bienveillance. » Ici, l'espionnage devient déguisé en souci, la méfiance en preuve d'attachement. Mais derrière ce masque protecteur, il y a une mécanique de domination psychologique. Les neurosciences expliquent que lorsque nous savons ou croyons être observés, notre comportement change. On appelle cela l'effet panoptique, inspiré du modèle des prisons circulaires où chaque détenu pouvait être vu à tout moment. Le simple fait de croire que nos gestes sont surveillés nous pousse à nous autocensurer. Le narcissique crée donc une prison invisible où vous devenez vous-même votre propre gardien. Et les réseaux sociaux sont devenus leur terrain de chasse favori. Ils scrutent vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Si vous réagissez à une photo, ils savent avec qui, quand et pourquoi. Un témoignage glaçant d'une victime décrit. Il savait exactement à quelle heure je me connectais, il commentait mes photos d'archives, il utilisait des faux comptes pour tester mes réactions. À la fin, je n'osais plus rien publier. Voilà l'effet ultime, l'effacement de votre liberté d'expression numérique, jusqu'à ce que vous deveniez invisible même dans vos propres espaces. Marc Aurèle écrivait, « Celui qui vit sous le regard constant d'autrui cesse de vivre pour lui-même. » Cette phrase trouve aujourd'hui une résonance nouvelle. Vivre sous la surveillance d'un narcissique, c'est ne plus oser être soi. C'est douter de chaque mot, de chaque échange. Et c'est ici que naît une autre fourberie, l'utilisation de l'information recueillie en secret comme arme. Les confidences que vous avez laissées dans un message peuvent être réutilisées contre vous, des années plus tard. Alors, comment se libérer de ce contrôle numérique? Première réponse, reprendre le contrôle de vos espaces privés. Les psychologues conseillent de changer régulièrement ces mots de passe, d'activer la double authentification, et surtout de ne jamais céder à la pression de partager vos codes. Deuxième réponse, observez la réaction du narcissique lorsque vous installez des limites numériques. Si la colère surgit, si la méfiance explose, vous êtes face à une preuve directe d'intrusion. Troisième réponse, vous rappelez la sagesse d'Épictète. Ce qui est à toi, garde-le. Ce qui n'est pas à toi, ne le donne pas. Vos messages, vos comptes, vos échanges font partie de ce qui vous appartient le plus intimement. Mais la réponse ne peut pas être seulement technique. Il faut aussi une reconstruction intérieure. Jung parlait de l'individuation, comme ce processus où l'on réapprend à exister pleinement, même face à l'ombre. Chaque fois que vous affirmez vos limites numériques, vous reprenez un morceau de votre identité volée. Chaque fois que vous refusez la surveillance déguisée en amour, vous brisez une chaîne invisible. Les experts en cyberpsychologie révèlent d'ailleurs une donnée frappante. Les personnes qui rétablissent leurs frontières numériques voient leur anxiété baisser de 40% en moyenne après seulement quelques semaines.
C'est une libération tangible, mesurable. Et ce que l'on mesure ici n'est pas seulement un apaisement mental, mais un retour à la liberté d'exister. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous libre quand vous ouvrez votre téléphone? Ou sentez-vous un regard invisible peser sur vous? La réponse à cette question peut être le premier pas vers votre libération. Car dans le monde des narcissiques, la surveillance n'est jamais anodine, elle est toujours une arme. Et la seule façon de leur résister, c'est de redevenir le seul gardien de votre intimité. Carl Jung écrivait, « Les mots sont des nains, mais ils portent un pouvoir de géant. » Les narcissiques connaissent cette vérité instinctivement. Leur arme la plus tranchante n'est pas toujours la colère, ni la violence visible, mais le langage. Avec leurs mots, ils tordent la réalité, réécrivent l'histoire et transforment vos certitudes en doutes. Freud décrivait déjà ce phénomène sous le terme de « manipulation psychique par suggestion ». La répétition d'une idée, même fausse, finit par s'ancrer comme une vérité dans l'esprit de celui qui l'entend. Ce que l'on appelle aujourd'hui « gaslighting » est la quintessence de cette perversion. Le terme vient d'une pièce de théâtre des années 30, où un mari réduisait sa femme à la folie en niant la réalité évidente, comme la lumière du gaz qui baissait. Le narcissique emploie la même technique. Vous affirmez avoir entendu une phrase blessante? Il répond, tu inventes. Tu dramatises toujours. Vous rappelez un souvenir? Il vous corrige, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu mélanges tout. Petit à petit, vos souvenirs deviennent suspects, vos perceptions incertaines. Les chiffres confirment l'ampleur de cette arme invisible. Une étude menée en 2020 par la National Domestic Violence Hotline a révélé que près de 90% des victimes de manipulation narcissique avaient été confrontées au gaslighting. 9 sur 10. C'est presque universel. Et le plus terrifiant, c'est que cela ne laisse aucune trace visible. Pas de bleu, pas de cicatrice. Juste un doute corrosif qui ronge l'esprit de l'intérieur. Sénèque disait, « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous détruit, mais notre interprétation de ce qui nous arrive. » Voilà exactement la stratégie du narcissique. Il ne se contente pas de vous blesser, il vous fait douter de votre interprétation, de vos émotions, de votre mémoire. Ainsi, vous ne vous opposez plus à lui, vous vous opposez à vous-même. Et quand on commence à se méfier de sa propre conscience, on devient totalement vulnérable. Un témoignage recueilli par une psychologue illustre cette mécanique avec une cruauté glaçante. Il me disait que j'étais trop sensible. Que si je souffrais, c'était parce que je cherchais à souffrir. Au début, j'ai résisté. Puis j'ai commencé à me demander si c'était vrai. J'ai fini par croire que ma douleur était une invention. Voilà la puissance du langage perverti. Ce n'est plus l'agresseur qui vous frappe, c'est vous-même qui vous condamnez, parce que vous avez intégré sa voix à l'intérieur de la vôtre. Les neurosciences expliquent que la mémoire n'est pas un enregistrement parfait, mais une reconstruction. Chaque fois que nous nous souvenons, nous réassemblons des fragments, influencés par notre état émotionnel. Le narcissique exploite cette fragilité naturelle. En insistant, en niant, en répétant, il reprogramme littéralement vos souvenirs. Des chercheurs de l'Université de Californie ont montré que 25% des individus exposés à une suggestion insistante finissent par se souvenir d'événements qui n'ont jamais eu lieu. C'est dire à quel point notre mémoire est malléable. Marc Aurèle nous donnait pourtant un antidote. Si ce qui t'arrive est supportable, supporte-le. Si ce n'est pas vrai, alors prouve-le par ton calme. La solution n'est pas de lutter mot pour mot contre le narcissique, car il a l'avantage du discours. La solution, c'est de renforcer votre ancrage intérieur. Une technique thérapeutique consiste à tenir un journal quotidien. Écrire noir sur blanc vos émotions, vos expériences, vos souvenirs. Ainsi, quand on tente de les déformer, vous avez une preuve tangible. Non pas pour convaincre l'autre, mais pour vous rappeler que votre réalité existe. Freud parlait du langage comme d'un instrument de domination sociale, mais Jung allait plus loin. Pour lui, le mot pouvait soit nous relier à notre essence profonde, soit nous couper d'elle. Quand vous entendez sans cesse que vous êtes trop, pas assez, fou, instable, ces mots deviennent des chaînes. Mais quand vous vous entourez de paroles justes aux lectures, amitié saine, méditation stoïcienne, vous réapprenez que les mots peuvent être des clés, pas seulement des prisons. Les solutions existent. La première, c'est de nommer ce mécanisme. Le simple fait de savoir qu'il existe un mot, gaslighting, redonne du pouvoir. La deuxième, c'est de confronter la parole manipulatrice avec une autre voix, qu'elle soit celle d'un ami, d'un thérapeute ou d'un auteur qui inspire. La troisième, c'est de cultiver cette force stoïcienne qui refuse de céder la souveraineté de son esprit. Épictète nous le rappelle, ce n'est pas l'insulte qui blesse, mais le fait de croire qu'elle dit vrai. Alors, posez-vous cette question. Combien de vos souvenirs doutez-vous aujourd'hui à cause d'un autre? Combien de vos émotions avez-vous rejetées parce qu'on vous a dit qu'elles étaient fausses?
Si la réponse est trop grande, vous êtes peut-être au cœur de cette manipulation invisible. Mais souvenez-vous, la mémoire peut être reconstruite, le langage peut être repris, et la vérité peut renaître, même sous des années de brouillard. Car au fond, le narcissique ne vous vole pas seulement vos souvenirs. Il tente de vous voler votre identité. Et c'est là que commence la vraie bataille, retrouver le droit d'être le narrateur de votre propre histoire. Carl Jung disait, là où règne l'ombre, il y a toujours un jeu de miroir. Les narcissiques en ont fait une arme. Après avoir séduit, isolé et manipulé votre mémoire, ils déploient une stratégie encore plus perverse, la comparaison constante. Le but est simple mais dévastateur. Vous faire croire que vous n'êtes jamais assez, jamais le choix ultime. Ils créent ce qu'on appelle en psychologie un triangle pervers, une dynamique où une troisième personne est introduite, réelle ou imaginaire, pour alimenter votre insécurité. Freud avait déjà observé ce mécanisme dans les relations amoureuses. L'amour rivalise toujours avec l'imaginaire. Les narcissiques savent que rien ne fragilise plus l'esprit qu'un sentiment d'infériorité. Ainsi, ils multiplient les allusions. Mon ex faisait ça mieux. Tu devrais t'inspirer de cette personne. Ou encore, plus insidieux, ils complimentent ouvertement quelqu'un d'autre en votre présence. Au début, cela semble anodin. Mais répété des dizaines de fois, cela devient une arme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une étude de 2018 publiée dans le Journal of Personality Disorder montre que 68% des victimes de manipulateurs narcissiques rapportent avoir été volontairement mises en comparaison avec d'autres personnes. Presque 7 sur 10. Et ce mécanisme est souvent associé à ce que les chercheurs appellent l'induction de jalousie, c'est-à-dire l'art de susciter volontairement l'insécurité pour garder un contrôle affectif. Marc Aurèle avait déjà identifié ce poison. L'homme qui se compare cesse de vivre pour lui-même. Mais le narcissique ne se contente pas de vous pousser à la comparaison. Il construit un triangle. Cette troisième figure en un ex, un collègue, un ami devient un outil de domination. Vous cherchez à vous améliorer pour ne pas perdre sa validation. Vous luttez pour une place qui devrait vous appartenir naturellement. Et c'est là la fourberie. Il ne veut pas seulement de votre amour, il veut de votre lutte. Un témoignage illustre cette stratégie avec une précision glaçante. Il parlait toujours de son ancienne partenaire, comme si elle avait tout fait mieux que moi. Au bout d'un moment, je me suis mise à vouloir lui ressembler. Je ne savais plus qui j'étais. Voilà l'effet du triangle pervers, la dissolution progressive de votre identité dans un miroir déformant. Les neurosciences confirment la violence de ce processus. Lorsque nous nous sentons rejetés ou comparés défavorablement, notre cerveau active les mêmes zones que lors d'une douleur physique. Une équipe de chercheurs de l'Université du Michigan a prouvé que l'exclusion sociale ou la jalousie active le cortex singulaire antérieur, la région associée à la douleur corporelle. En d'autres termes, chaque comparaison toxique est ressentie par votre esprit comme une brûlure réelle. Et le narcissique s'en nourrit, car cette douleur vous maintient attaché à lui. Sénèque nous rappelle pourtant une vérité essentielle. Aucun homme ne peut être en paix s'il mesure sa valeur dans le regard des autres. Mais c'est précisément ce que le narcissique cherche à détruire en vous, votre paix intérieure. En vous poussant à la comparaison, il vous prive de votre centre, de votre socle. Vous n'êtes plus un être souverain, mais une copie toujours incomplète d'un modèle extérieur. Alors, quelle réponse pouvons-nous apporter à ce piège du triangle pervers? La première est la reconnaissance du mécanisme. Mettre un mot sur ce que vous vivez redonne une clarté. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la stratégie. La deuxième est la réaffirmation de votre valeur propre. Épictète enseignait, ne cherche pas à être meilleur que l'autre, mais meilleur que toi-même d'hier. Ce rappel, répété, devient une armure contre les comparaisons. La troisième réponse est le recul. Plus vous observez la mise en scène, plus vous comprenez que le triangle n'existe que parce que vous acceptez d'y entrer. Refuser le jeu, c'est déjà briser la structure. Les psychologues parlent aussi d'un outil puissant, le recentrage identitaire. Il s'agit de pratiquer régulièrement des activités qui n'ont aucun lien avec le narcissique, mais qui vous rappellent votre unicité, écrire, créer, apprendre, voyager. Ces expériences nourrissent une vérité fondamentale. Votre valeur n'est pas relative, elle est intrinsèque. Et cette vérité, aucun triangle pervers ne peut la détruire si vous la maintenez vivante. Carl Jung disait encore, celui qui regarde trop souvent dans le miroir finit par ne plus voir son visage. C'est la métaphore parfaite de la comparaison toxique. Si vous laissez l'autre imposer ses miroirs déformants, vous perdez votre reflet véritable. Mais si vous décidez de vous regarder avec vos propres yeux, alors vous échappez au piège. Le narcissique veut que vous viviez dans une compétition éternelle, car cela le place au centre, comme juge et arbitre. Mais la vraie libération est de sortir de cette arène, de comprendre que la comparaison n'est qu'une illusion.
Vous n'avez pas à lutter contre des fantômes, ni à courir derrière des ombres. Votre valeur existe déjà, entière, indestructible. Et c'est précisément cette vérité que le manipulateur redoute le plus. Sénèque écrivait, « La richesse n'appartient pas à celui qui la possède, mais à celui qui sait en user. » Les narcissiques, eux, ne cherchent pas à user de la richesse, mais à l'accaparer, parfois de façon subtile, parfois brutale. Après avoir infiltré vos émotions, manipulé vos souvenirs et empoisonné vos relations, ils déploient une autre fourberie, le contrôle économique. L'argent, le temps, les ressources matérielles deviennent des leviers d'asservissement. Là où vous voyez un partage, ils voient un pouvoir. Les chiffres sont frappants. Selon une enquête menée par le National Network to End Domestic Violence, 99% des victimes de violences psychologiques rapportent également une forme de contrôle financier. Quasiment toutes. Cela peut prendre la forme d'une mainmise totale sur les revenus, d'un refus de partager des informations bancaires, ou encore d'une exploitation directe, vivre à vos crochets, vous endetter à leur place, profiter de vos biens sans jamais rien donner en retour. Freud expliquait que l'argent agit comme une extension symbolique du pouvoir et de la libido. Le narcissique le comprend instinctivement. Il ne voit pas vos revenus comme un fruit de votre travail, mais comme une ressource à siphonner. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question de temps, d'énergie, d'attention. Il exploite vos journées, vos sacrifices, vos efforts, jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien pour vous-même. Un témoignage, parmi tant d'autres, illustre cette mécanique. Il avait toujours des projets, des envies, mais jamais de moyens. Alors c'était moi qui payais, moi qui empruntais. Au début, je pensais l'aider. Puis je me suis rendu compte que je m'appauvrissais pendant qu'il s'élevait. Voilà l'exploitation silencieuse. Elle se déguise en entraide, en amour, parfois même en projet commun. Mais à la fin, il ne reste qu'un déséquilibre brutal. Les neurosciences confirment que l'argent active dans notre cerveau les circuits de récompense liés à la dopamine. Offrir, partager, peut procurer une satisfaction réelle. Les narcissiques exploitent ce mécanisme biologique. Ils suscitent en vous le plaisir de donner, mais ils ne rendent jamais. Ils transforment cette satisfaction en dépendance. Et peu à peu, vous associez votre valeur à votre capacité à fournir. Marc Aurèle nous met pourtant en garde, ne donne pas ce qui te détruit. Mais dans le brouillard de la manipulation, il est difficile de voir quand l'aide devient exploitation. Le narcissique sait instiller la culpabilité. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Ou encore, tu es plus fort, tu as plus de moyens, moi je n'ai rien. Ainsi, il inverse la responsabilité. Ce n'est plus lui qui abuse, c'est vous qui seriez injuste si vous ne donniez pas. Des chercheurs en psychologie sociale parlent ici du phénomène de l'épuisement empathique. Plus vous donnez, plus votre seuil de tolérance s'élargit, jusqu'à ne plus voir l'injustice. Le narcissique le sait. Il vous pousse à croire que votre identité est liée à votre sacrifice. Et quand vous commencez à protester, il vous accuse d'être égoïste. Voilà l'économie toxique. Non seulement vous êtes vidé, mais vous êtes aussi coupable d'avoir voulu garder pour vous ce qui vous appartient. Alors, quelle réponse face à ce piège? La première est de reconnaître les déséquilibres. Tenez un bilan clair. Qui paie quoi? Qui donne quoi? Qui sacrifie quoi? Mettre les faits à plat est souvent le premier électrochoc. La deuxième est d'instaurer des limites. Épictète disait, « Ce qui est à toi ne peut être pris sans ton consentement. » Fixer des règles, même simples, devient un acte de souveraineté. La troisième est de redonner de la valeur à votre temps et à votre énergie. Car l'exploitation n'est pas seulement financière, elle est aussi psychique. Le temps que vous perdez à réparer les dégâts du narcissique et du temps volé à votre vie. Les chercheurs en économie comportementale rappellent une donnée essentielle. Plus une personne contrôle vos finances ou vos ressources, plus elle contrôle vos choix. En reprenant même une petite part de cette autonomie, un compte séparé, une activité indépendante, un cercle de soutien, vous réduisez l'emprise. Et c'est souvent le premier pas vers une libération plus large. Jung résumait cette vérité d'une phrase puissante. Celui qui possède ton or possède aussi ton âme, si tu crois que ton âme dépend de cet or. Le narcissique veut que vous croyiez cela. Mais la réalité, c'est que votre valeur ne dépend pas de ce que vous donnez. Elle dépend de ce que vous êtes. Alors, posez-vous cette question. Vos dons, vos sacrifices, vos efforts sont-ils une joie libre, ou une obligation imposée? Si vous sentez que vous vous videz, que vous vous appauvrissez, que vous vous épuisez sans retour, c'est que vous êtes dans l'économie toxique du narcissique. Et la seule issue, c'est de reprendre la propriété de ce qui vous appartient, votre argent, votre temps, votre énergie, votre vie. Carl Jung écrivait, « L'ombre, lorsqu'elle est révélée, perd son pouvoir. » Voilà ce qui se passe lorsqu'un narcissique ne parvient plus à maintenir son masque. Après des mois,
parfois des années de manipulation, vient toujours un moment où la façade craque. Là où il se montrait charmeur, il devient froid. Là où il se faisait protecteur, il se transforme en juge impitoyable. Le masque tombe, et la violence psychologique éclate au grand jour. Ce n'est pas une erreur, c'est la suite logique de leur stratégie. Les chercheurs en psychologie clinique ont observé un schéma presque universel. Après la phase d'idéalisation et celle de dévalorisation, vient la phase de rejet brutal. Le narcissique vous retire soudain toute validation, toute attention, parfois même tout contact. Selon une étude publiée en 2019 dans le Journal of Abnormal Psychology, près de 80% des victimes de relations narcissiques rapportent avoir été quittées ou ignorées de manière soudaine et brutale, sans explication cohérente. Cette disparition, souvent appelée « discard », est un choc violent. Car vous n'êtes pas seulement abandonné, vous êtes effacé. Sénèque disait « Ce n'est pas la perte qui nous fait souffrir, mais l'idée que nous avons été trompés. » C'est précisément ce qui ronge l'esprit après la chute du masque. Vous réalisez que l'amour promis n'était qu'un mirage, que les promesses étaient des pièges. Mais c'est aussi ici que commence la possibilité de reconstruction. Car dans cette douleur, une vérité éclate, vous avez vu le visage réel de l'ombre. Et une fois qu'il est révélé, il ne peut plus vous tromper de la même manière. Un témoignage frappant d'une survivante raconte « Le jour où il m'a quitté en me traitant d'inutile, j'ai cru mourir. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris que je n'avais jamais été aimé, seulement utilisé. Et dans cette prise de conscience, j'ai trouvé la force de renaître. » Cette bascule, aussi douloureuse soit-elle, est souvent le point de départ d'une transformation intérieure. Freud parlait de la nécessité de traverser la douleur pour accéder à la guérison. Jung allait plus loin en expliquant que c'est en intégrant l'ombre que nous devenons entiers. Autrement dit, reconnaître ce que vous avez subi, accepter la réalité crue du narcissique, n'est pas une défaite. C'est un passage initiatique. Les neurosciences confirment cette capacité de renaissance. Des études montrent que le cerveau, grâce à la neuroplasticité, peut se reconstruire après un traumatisme psychologique. Les circuits de la confiance, de l'estime de soi, de la joie, peuvent être réactivés, mais seulement si la personne s'extrait du cycle toxique. Selon l'université de Harvard, les victimes qui coupent totalement le contact avec leur agresseur voient une amélioration de 60% de leur santé mentale dès la première année. Le no-contact, loin d'être une vengeance, est une thérapie. Marc Aurèle nous donne ici un guide intemporel. La perte n'est rien d'autre que le retour à soi. La chute du masque peut être vécue comme une perte, mais en réalité, elle est une libération. Car elle vous rend à vous-même. La reconstruction intérieure ne consiste pas seulement à guérir les blessures. Elle consiste à redécouvrir une souveraineté plus profonde, celle qui ne dépend plus d'aucune validation extérieure. Alors, comment reconstruire après avoir vu le vrai visage du narcissique? Première réponse, accepter la réalité sans chercher d'explication. Épictète rappelait, ne demande pas pourquoi l'autre agit ainsi. Demande-toi comment toi, tu peux agir maintenant. La deuxième est de restaurer vos liens sains. Retrouvez famille, amis, passion, tout ce qui avait été coupé. Chaque reconnexion est une victoire contre l'isolement. La troisième est de cultiver une philosophie de résilience. Lire Marc Aurèle, Sénèque, Jung, c'est redonner des mots lumineux là où leurs mots sombres avaient dominé. Un élément souvent ignoré est l'importance du témoignage. Parlez de ce que vous avez vécu, que ce soit à un proche, à un thérapeute, ou même dans un journal, est une manière de reprendre la narration de votre vie. Les psychologues appellent cela la réappropriation narrative. Vous redevenez l'auteur de votre histoire, au lieu de rester prisonnier d'un scénario écrit par l'autre. Jung écrivait encore, « Là où tu tombes, c'est là que tu trouveras l'or. » Cette phrase, d'une puissance symbolique, nous rappelle que la blessure peut devenir une source de transformation. Beaucoup de survivants de relations narcissiques témoignent que cette épreuve, aussi destructrice qu'elle ait été, les a rendus plus conscients, plus forts, plus libres. Non pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce qu'ils ont su en extraire un apprentissage. La chute du masque n'est donc pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un autre chemin. Le moment où vous cessez d'être la proie, et où vous devenez le témoin lucide. Le moment où, au lieu de craindre l'ombre, vous apprenez à marcher avec votre propre lumière. Alors, posez-vous cette dernière question. Préférez-vous continuer à courir derrière un masque, ou choisir de reconstruire avec votre vrai visage? La réponse n'appartient plus au narcissique. Elle vous appartient. Et dans cette réponse, se cache votre libération.